Je me présente, Shaher Mohamed. J'ai l'immense plaisir en fait d'animer cette conférence à partir du livre d'un ami puis d'un collègue, Aymeric Ton Adjalin. La conférence en tant que telle s'intitule « Les minorités confrontées au plafond de verre dans l'entreprise ». Et je trouve que d'emblée, par rapport au climat actuel, c'est un sujet très délicat qui nous questionne tous. Et j'inviterai d'emblée, parce qu'il va y avoir une prise de parole collective, qu'elle soit ici, qu'elle soit dans la salle, je nous invite tous à penser véritablement ce que nous allons exprimer au moment de l'exprimer. Je pense que je suis clair en disant ça. Alors, j'aimerais commencer cet événement par 4 citations. La première provient du livre d'Aymeric. Tu me dis si je me trompe, mais je crois que c'est un peu la thèse que porte l'ouvrage d'Aymeric. Ça va comme suit. Les préjugés entraînent donc les discriminations qui affectent le parcours professionnel de l'élite noire en France et produisent le plafond de verre. Page 73. Comme ça, ils y vont. Une autre citation, « Ce qui ne se mesure pas n'existe pas. » Neil Bohr. Une autre citation, en fait, que j'ai entendue de la bouche de Philippe Pierre, qui est avec nous ce soir, que j'aurai plaisir à présenter en détail tout à l'heure. Et je pense aussi qu'il est tiré d'une étude, une enquête qui a été faite par la Sorbonne. Donc, faut-il compter pour compter? Ouais. Une dernière citation qui, je la trouve chargée, et je me posais même la question à savoir si j'allais vous la faire ou pas, compte tenu des circonstances actuelles. Encore une fois, on ne parle pas au hasard, on parle en circonstances. J'ai demandé la permission à Aymeric, et il me dit que peut-être ça vaudrait la peine. Elle dit ceci. M'en dit des gosses à quoi la terre tourne, pas une tête qui se retourne, pas une pièce qui s'élance, pas un cœur qui se brise, de passage comme la brise, qu'à la putain de misère au méprise, c'est toute la France qui s'enlise, toute la France qui se ment, droit dans les yeux, toute une France qui se meurt en direct devant eux, toute une frange de la nation en marge de la patrie. Nos vies sont misérables comme en enfer. Cosette à côté, c'est comme un conte de fées. Toujours les mêmes qui chancellent, toujours les mêmes qui tombent. Les Français d'en bas ont un pied sur le bitume, un autre dans la tombe. L'ascenseur est noir, il est bloqué en barre. Dans les tours de Babel, personne ne te fera la courte échelle. Quand c'est chacun pour sa branche, fais-toi pousser des ailes. Je trouve que c'est un message très chargé, ça nous attrape aux tripes. C'est un message aussi qui est un message artistique. Il faut le prendre comme il est. Fondamentalement, je l'ai choisi parce qu'il dit qu'il y a des gens qui souffrent. C'est pour ça que je crois Aymeric a écrit un article comme celui-ci, un livre comme celui-ci. Et en même temps, on a tous le moyen de se faire pousser des ailes ou d'avoir des personnes qui nous soutiennent et qui nous aident à avoir des ailes. En tant que modérateur, j'aimerais placer quelques jalons qui, moi-même, m'ont aidé à penser cette conférence. D'abord, la structure de l'ouvrage, qui est en lien direct avec ce que je viens de dire, qui invite à comprendre, à analyser dans les faits une situation, qui invite aussi à une question véritable qui est statistique, donc à savoir compter pour pouvoir analyser, qui invite évidemment à une lutte contre les représentations négatives qu'on a ou qu'on peut avoir, et aussi à lutter contre la discrimination dans les faits en tant que telle. Et chose magistrale qu'on va retrouver à la fin de l'ouvrage d'Aymeric, c'est un ouvrage qui investit aussi de pouvoir entendu comme capacité d'action. Que sommes-nous sans une capacité d'action réelle par rapport à nos vies, par rapport à nos choix? Je pose une question. Et là, je crois qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet.
Tu as été beaucoup animé dans ta réflexion par Papa Ndiaye qui a écrit La Condition noire. Je me demande si, au-delà d'une simple, qui n'est pas du tout simple en fait, condition noire, il n'y a pas quelque chose de l'ordre d'une classe noire qu'on penserait comme ample, hiérarchisée, qui ferait partie d'une espèce d'homogénéité interne, fermée, qui serait pensée même de manière coupée par rapport au reste de la société, qui serait dans une espèce de recherche d'une évolution et qui aurait une identité. C'est une vraie question, je trouve, et je crois que c'est faux. Je crois fondamentalement qu'on fait tous partie d'une unité et que ça vaut la peine de se poser cette question-là pour déconstruire des idées qu'on peut penser intuitivement. Le dernier élément, il porte sur l'action des milieux économiques versus l'action des politiques actuelles ou l'inaction des politiques actuelles compte tenu de la question que pose Émeric. Et je crois que la dernière chose qui nous intéresse aussi, c'est justice sociale. Les formes de l'ascension sociale, est-ce qu'elles sont purement économiques? C'est une question que je pose à Émeric. Est-ce qu'elles sont différentes, sociales, artistiques, pour des populations qu'Émeric a étudiées? Et aussi la polyarchie, la capacité dans une société à avoir plusieurs élites. Je disais tout à l'heure à Philippe Pierre, si aujourd'hui j'ai la chance de me retrouver en face de vous pour animer une telle conférence à un tel événement, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a un individu qui fait partie d'une certaine élite, qui est Émeric, et qui est aussi une sorte de fée, F-E-E, un peu comme dirait Robert Alter, qui me permet d'être là. Et comment est-ce que des élites noires peuvent être des faits pour d'autres individus? Et ça va nous poser aussi certaines questions sur, fondamentalement, des zones oubliées, peut-être, de l'ouvrage d'Émeric. Tout de suite, j'aimerais présenter les personnes qui vont avoir à discuter avec vous, avec nous, ce soir. Évidemment, notre grande star du moment, c'est Émeric Ton Adjalin. Je commençais par dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un ami avant tout. On s'est rencontrés par le biais de Philippe Pierre. Tu le disais tout à l'heure à Muriel sur ce sujet. Tu le disais tout à l'heure à Muriel, on ne se connaissait pas du tout, on s'est donné rendez-vous dans un bar, puis on a parlé pendant 3 heures, et c'était très riche. Donc, Émeric est diplômé de Sciences Po, master en communication. Il a aussi un DESS en mathématiques appliquées. Tu me diras ce que ça mange. Il a 15 ans d'expertise en gestion, Bouygues, Altran, IMA, et actuellement, il est consultant partenaire chez Neurolab. La discussion va continuer avec Philippe Pierre, docteur en sociologie. Évidemment, tu viens aussi de Sciences Po, c'est comme ça que tu nous as présenté avec Émeric. Consultant indépendant depuis 2007, co-directeur du Master de Management Interculturel à Dauphine, 15 ans passés à travailler dans les domaines du RH, autant à L'Oréal qu'à Total, et aussi tu es l'auteur d'un beau bouquin avec Evald Moutabazi, Les discriminations, qui fait penser un peu au châtiment d'Agrippa d'Aubigné, je trouve. Muriel, enfin, diplômée du master d'anthropologie, migration et altérité de l'université de Nice, Sophie Antipolis, consultante, coach, médiatrice, et c'est important, je crois, de le souligner, médiatrice, un tiers, qui est capable en fait de modérer le propos, encore une fois, de le nuancer, d'apporter toutes les harmonies qui rendent le débat riche sans le rendre stérile ou nous enfermer dans des cases qui nous empêchent de continuer de penser. Donc, formatrice, indépendante sous la marque Signifier le sens de l'action, cofondatrice de l'association Oser la médiation, 15 ans de conseil RH, en lien notamment avec les questions de communication. Depuis 10 ans, tu soutiens l'association pour favoriser l'intégration professionnelle de jeunes diplômés issus des minorités visibles, l'AFIP. Et enfin, tu es une expériente
une expérience en conseil et accompagnement sur les questions qui se posent aujourd'hui, discrimination, diversité. Et juste à lire comme ça la teneur du panel, je crois qu'on a un débat intéressant. L'enjeu consiste aujourd'hui à vous tenir ce débat intéressant dans le contexte, encore une fois, actuel. Je le répète parce que ça me semble important, tout en gardant une perspective d'ouverture. Pour la suite des choses, Aymeric va prendre la parole sur environ une quinzaine de minutes. Tout de suite suivront un échange de Muriel ou de Philippe. Je vous laisserai le choix à ce moment-là. Pour revenir, on précisera, on reviendra ensuite avec vous. Sentez-vous tout à fait libre de poser les questions, toujours dans ce respect du moment et dans l'idée de faire avancer le débat encore une fois. Et on aura droit à une belle séance de dédicace, parce que c'est un ouvrage aussi qu'on fête ici, et un cocktail. L'avantage, c'est que tout se passe ici. D'emblée, j'aimerais laisser la parole à Aymeric. Bonsoir tout le monde. Merci Chaher pour cette introduction très chaleureuse. C'est vrai qu'on est un peu copains depuis longtemps, on va dire depuis que j'ai eu l'idée de ce livre et que Philippe nous a présenté. Et j'ai encore en souvenir tous ces débats animés qui nous ont amenés après coup à faire des conférences à Dauphine et à faire des émissions radio ensemble. Et tout le long de mon écriture, je pense que ces conversations et ton côté un peu contradictoire d'aller me chercher et aller titiller l'intello ou les thèses que je soutenais ont servi un peu de phare sur cette rédaction. Je saisis l'occasion des remerciements pour remercier l'Institut du monde arabe de nous accueillir dans ce cadre magnifique. Malheureusement, M. Lang, qui était co-inviteur, n'a pas pu venir parce qu'il a une cérémonie de remise de médaille ce soir. Donc, il s'en est excusé, il est passé tout à l'heure, nous dit bonjour. Et puis, je voudrais remercier une amie qui est dans la salle, qui m'a beaucoup porté sur ce projet. C'est Fanta, qui a tout de suite adopté le projet quand je l'ai amené. Et elle est un peu agitateur de pensée, agitateur d'idées, et un peu comme une fée, en fait, comme tu disais tout à l'heure. On reviendra tout à l'heure sur la notion de fée par rapport à ce que j'ai écrit. Pour rentrer dans le vif du sujet, je voudrais t'imiter et reprendre une phrase du livre qui va poser tout de suite le contexte dans lequel je l'ai écrit et dire pourquoi je l'ai écrit et dire l'intérêt ou le bien fondé de cet ouvrage. Et je le dis d'emblée pour suivre dans les précautions de Chaher, c'est un sujet très sensible. Et tout le long de ma recherche et de mes discussions, j'ai toujours eu deux attitudes. La première qui a dit « Oh, c'est sympa comme sujet, c'est intéressant, vas-y, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez ». Et l'autre qui a beaucoup de rejet, qui a dit « Oh, c'est encore les Noirs qui veulent se la ramener et qui veut revendiquer des choses ». Donc, moi, dans ces deux positions, j'ai une position très claire qui a dit « J'agis en tant que chercheur, en tant que sociologue, pour éclairer un état de choses et dire est-ce que ce que les gens perçoivent, c'est la réalité ou est-ce qu'on ne peut pas aller au-delà ?» Et donc, dans ce aller au-delà, en cherchant, j'ai trouvé des choses qui posent tout de suite, on va presque dire que c'est la conclusion ou l'intérêt du livre. C'est une phrase de Simone Veil, parce que Simone Veil, en 2008, a été sollicitée par Nicolas Sarkozy et la droite pour une révision de la Constitution. Et donc, c'était après les émeutes de 2005, et il y a eu, on en parlait tout à l'heure, la question de savoir si on devait compter les gens, si on devait introduire des statistiques ethniques dans les statistiques nationales. Et une des conclusions de Simone Veil, en tout cas dans sa recherche, en parlant des jeunes issus de milieux défavorisés ou des minorités ethniques, elle dit « Le modèle d'intégration à la française, donc, tel qu'il a fonctionné jusqu'ici, peine à faire émerger parmi les minorités une élite suffisamment nombreuse dans laquelle elles puissent s'identifier et trouver l'indication que les portes des hautes responsabilités ne leur sont pas fermées. Et cette défaillance agit comme un puissant facteur de découragement dans les aspirations des jeunes concernés, nourrissant frustration et repli sur soi, là où l'intérêt de la société tout entière serait de promouvoir engagement et responsabilisation. » Voilà en une phrase tout le sujet de mon livre et pourquoi j'ai voulu écrire ce livre. Alors pour revenir sur la genèse, en gros, pour vous dire le plan de ma présentation ou en tout cas de mon propos, je vous dirai comment est venue l'idée, comment j'ai travaillé, ce que j'ai trouvé
Et puis j'ouvrirai des portes sur des solutions, sachant que je suis le mal placé pour parler de solutions, parce que mon travail est un travail de chercheur et pas un travail de décideur économique ou de RH. Mais je pointerai où moi je vois qu'il y a des améliorations à faire dans la société. Donc cette idée de livre me vient de loin, en tout cas le sujet lui-même me vient de loin. Et on va dire, le détonateur a été en 2013, à la fin de mon master à Sciences Po. Je me suis trouvé dans une sorte d'ennui, de blues, parce que j'avais passé 2 années assez intéressantes, assez punchy à lire et à produire un mémoire. Et juste après la soutenance de mon mémoire, je me retrouve, maintenant qu'est-ce que je fais, comment j'avance. À côté de ça, j'avais eu une grosse frustration. Et là, il faut le dire, dans le cas du mémoire qui est très académique, donc on est à Sciences Po, il y a une méthode, etc., etc. Et j'avais choisi un sujet qui me passionnait, mais qui, produit dans le cadre de ce mémoire, ne m'avait pas donné entièrement satisfaction. Donc, j'avais parlé de communication dans les entreprises. Et donc, ces deux choses ont fait qu'à un moment donné, j'ai eu envie d'écrire. Et j'ai dit, mais tiens, c'est le moment d'écrire sur un sujet qui me plaît à moi, et d'écrire comme je l'entends, pas dans un cadre académique bien donné. Et le plafond de verre est venu tout de suite, pour la bonne et simple raison que, donc, en lisant, en continuant mes lectures, je suis tombé sur ce livre-là, Leadership, perspective sur l'exercice du pouvoir dans les entreprises. Donc, ça faisait depuis longtemps que je m'intéressais au leadership, au management, et je le trouvais très bien. Je l'ai feuilleté, je l'ai lu en entier. Et je vous lis rapidement une partie de la 4e de couverture. Avec l'essor de l'économie de marché, l'entreprise est devenue l'institution centrale des sociétés modernes. Les conséquences des choix et décisions de ceux qui la dirigent ne sont pas simplement d'ordre économique, elles sont aussi d'ordre social, environnemental et politique. Cet ouvrage explore ce changement grâce à un travail de réflexion mené avec 19 personnalités dont la plupart assument les plus hautes fonctions à la tête des grandes entreprises. Je ne vous la lis pas en entier. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en feuilletant ce livre, il y a plein de photos, il y a plein de personnes, il y a plein de portraits. Et là, je me retrouve Émeric et il n'y a pas de noir dedans. Que se passe-t-il? Et ça fait appel à quelque chose de loin, parce que depuis que j'ai commencé à travailler, il faut le dire, j'ai été un peu biberonné à l'ambition et à être calife à la place du calife. Et depuis que j'ai commencé à travailler, mon entourage, que ce soit familial, ou mes amis noirs, ou même quelques amis blancs, alors sachant que je ne dis pas blanc dans le sens péjoratif ou noir dans le sens péjoratif, m'ont toujours posté en face, mais tu rêves, Émeric, ce ne sera pas possible, tu sais bien que dans ce pays, il y a de la discrimination, tu ne pourras jamais être PDG, tu ne pourras jamais être directeur de la stratégie, tu ne pourras jamais être directeur de la communication. Et donc, j'ai toujours eu besoin, quelque part, inconsciemment, de chercher des modèles de gens qui me prouveraient que c'était possible. Des gens que j'aurais vus en situation, que ce soit en entreprise, dans les entreprises que j'ai fréquentées, ou ailleurs, qui montreraient que, ça c'est possible, il n'y a pas... Je voulais me justifier ce fait-là. Non, en France, il n'y a pas de discrimination, c'est pas possible, c'est le mérite, on a fait des études, on a fait les filières qu'il faut, et donc, on doit accéder, si on travaille bien et qu'on joue le jeu de la société, on devra accéder à la responsabilité. Et je n'en ai pas vu. Et donc, de lire et de retomber sur le leadership en entreprise avec on va dire, des stars comme ça, les 19 stars, et de ne pas pouvoir m'identifier, m'a reposé cette question que j'avais depuis longtemps, qui est de dire, mais pourquoi y a-t-il invisibilité des Noirs, des minorités noires, dans les sphères de décision, que ce soit économique, politique ou sociale? Qu'est-ce qui fait qu'on ne les voit pas? Une fois qu'on a dit ça, il y a toujours le premier argument qui dit tu sais bien, c'est de la discrimination. Et j'ai voulu aller au-delà de ça et de mener une vraie étude et de me dire mais pourquoi, dans le fond, ils n'y sont pas? Est-ce que c'est un phénomène avéré de les bloquer? Ou est-ce que c'est juste un hasard du fondement de la société ou de la marche de la société? Ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs? De là est partie mon idée de recherche. J'ai appelé Philippe, il m'a présenté des personnes. J'ai commencé à travailler sur le sujet. Donc, pour y arriver, ça m'a pris 2 ans. Et donc, j'ai rencontré un historien, donc Paf Ndiaye, un historien de la condition noire. J'ai rencontré le responsable diversité de Sciences Po, donc pour lui poser la question, mais puisque vous avez ouvert Sciences Po aux minorités, comment vous analysez la trajectoire de ces personnes et comment vous vivez, vous, aujourd'hui, ce phénomène plafond de verre? J'ai rencontré des managers, une quinzaine de managers noirs, en l'occurrence, pour me retracer un peu leur parcours et comment eux, ils avaient vécu en entreprise ce phénomène. Et puis, ça a été pendant 2 belles années le sujet de tous mes dîners
avec les amis, le sujet de toute ma discussion chaque fois que je rencontrais une personne un peu bien placée, RH, communicante. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Et donc ça a donné de la matière sous forme d'enquête sociologique, ça a donné toute la matière à cet ouvrage. Et donc, si on doit rentrer dans ce que j'ai trouvé, j'ai commencé par trouver qu'il fallait définir ce que c'est qu'être noir. Parce qu'une fois qu'on a dit ça, on va évoquer le problème de la discrimination, mais être noir, c'est quoi? Et dans les lectures et dans les discussions que j'ai eues, les gens ne se définissent pas comme noirs, ils ne se perçoivent pas comme noirs. Ce qui se dit, c'est que nous sommes noirs parce que les autres nous perçoivent comme noirs. L'image qu'on nous renvoie, c'est justement l'image du différent. Et quand on va prendre un logement, quand on va chercher un appart, ben tout de suite, on sent cette stigmatisation. Quand on cherche le premier job, il y a cette stigmatisation. Quand on est en entreprise, quand les gens veulent nous définir, nous dire qui on est, ben c'est ce noir là, tu sais, c'est le black là-bas là, qui fait ça, et il fait ça. Donc, il y a quelque part une fracture de personnes, en tout cas de ce que j'ai entendu, de personnes qui disent « nous on est français, nous on est dans cette société, on ne veut pas se percevoir différent, mais toute la société nous renvoie à nos différences ». Donc ça c'est déjà la première trouvaille, on se définit noir parce que les autres nous définissent noir. La deuxième trouvaille, quand on va sur le terrain justement de l'invisibilité de l'élite noire, c'est dire mais comment se fait le mécanisme de l'élite, d'accession à la place des élites. Pourquoi donc il y en a peu de noirs à ce niveau-là? Et ce que j'avance, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y a deux premiers arguments qui sont d'ordre statistique et sociologique. Statistique, parce que, disons-le nous, on a beau regarder partout ou être abreuvé des émissions de télé ou d'une certaine rengaine nationaliste, il y a peu de noirs en France. Et ça a été ma première trouvaille. Il y a très peu de noirs en France, même si les statistiques, ou en tout cas les textes ne permettent pas de faire des statistiques détaillées. La loi, depuis Simone Veil, a promu des approches par similarité, donc demander aux gens de dire s'ils sont noirs ou pas, d'analyser les noms ou le faciès. Et donc, on se rend compte qu'aujourd'hui, avec ces approches-là, il y a 4% de noirs en France. Il y a 4% de la population française qui est noire, donc très peu de personnes. Quand on prend ces 4%, il y a une bonne majorité, donc plus de la moitié, qui sont des employés, qui ont un statut cadre intermédiaire ou employé. Ce qui fait que si on va regarder dans l'élite, il n'y a que 10% de ces 4% qui ont un background, on va dire, intellectuel ou scolaire. Si on suit les mécanismes d'accession pour sa responsabilité, il y a très très peu de personnes qui, par leur parcours, peuvent accéder à ces places. Et donc, l'argument que j'évoque en premier, c'est qu'il y a peu de noirs parce qu'effectivement, il y a très peu de candidats pour accéder à ces postes. Donc, comme il y a de la sélection et qu'il y a de la compétition, ben, comme il y en a peu et qui sont moins nombreux que les autres, statistiquement, on ne les voit pas. Le deuxième argument, c'est que quand on commence à s'intéresser aux mécanismes de formation de l'élite française, il y a un thème en sociologie que j'invoque là-dessus, c'est l'entre-soi et la reproduction de soi. C'est-à-dire que quand vous regardez ces postes, vous retrouvez des ENAC, des polytechniciens, des X-Mines, des HEC et des familles entières. Donc c'est on va dire, c'est un mode de fonctionnement corporatiste où l'accession aux filières, l'entraînement, la méthode d'y accéder est transmise de famille en famille ou d'ami en ami. Et pour y accéder, malheureusement, ou heureusement pour certaines personnes, il faut beaucoup d'argent. Ce qui fait que d'emblée, la population noire majoritairement en cadre intermédiaire n'a pas les moyens de préparer ses enfants à entrer dans ces parcours. Il n'y a pas, on va dire, la visibilité nécessaire de compréhension. En tout cas, il n'y a pas la compréhension nécessaire de comment ça fonctionne. Il faut aller à Louis-le-Grand. Et pour aller à Louis-le-Grand, pour être bien sûr d'être accepté à Louis-le-Grand, il faut que ton papa ait un appartement à côté. Donc, il faut qu'il ait les moyens d'acheter un appartement. Et une fois que tu y es, ben, il faut bien que tu travailles, etc., etc. Quand tu es en... là, pour le coup, je fais une parenthèse en caricaturant le trait, mais c'est ce qui est perçu. Quand on vient de banlieue, on a un langage qui est celui de banlieue. Quand on va faire les concours pour entrer à l'ENA, excusez-moi, on vous sélectionne sur votre langage châtié et sur ce que vous connaissez de la culture. Donc, pour ne pas être dans un terreau favorable qui promeut cette culture, ou en tout cas qui vous encourage à aller au-delà de ça, l'accession à ces filières est déjà un peu bloquée pour cette minorité-là. Et du coup, on retrouve une sélection un peu à l'entrée
des filières de formation d'élite pour une partie de la minorité noire. Heureusement, depuis quelques années, il y a eu une prise de conscience de certaines écoles. Là, pour le coup, je parle de Sciences Po et même de l'ENA et d'autres filières où on s'est rendu compte de cette forme d'injustice sociale qui a amené des programmes d'intégration des jeunes issus de ZEP ou de banlieue dans ces écoles, avec une préparation ad hoc pour les remettre à niveau et pour les remettre dans l'école d'élite à la française. Donc ça, c'est la première étape. Donc j'avoue qu'il y a un phénomène statistique qui justifie, et je dis qu'il y a un phénomène sociologique qui fait que la façon dont fonctionne globalement la société et l'environnement justifie qu'on ne trouve pas beaucoup de Noirs à ces postes de responsabilité à la longue. Une fois qu'on a dit ça, il y a un deuxième argument qui est l'argument des préjugés. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont dit ils pèsent sur nous un soupçon de légitimité chaque fois qu'on est en capacité de manager. Et il y a toujours un soupçon de légitimité sur ce qu'on peut faire. Et il y a eu des personnes qui me l'ont dit ouvertement. Moi, j'ai été dégommé de mon poste de manager parce que mes administrés sont allés se plaindre à mon supérieur qui ne voulait pas se faire diriger par un noir. Il y a un directeur de service d'une université qui me dit on me rapporte souvent quand je suis en CHSCT, cet établissement va mal depuis que c'est un noir qui la dirige. Et donc, on rentre aussi dans le cadre d'une certaine ouverture de la parole dans notre société où les gens aussi se sentent capables de dire beaucoup de choses et ne se freinent plus sur ce qui peut renvoyer aux autres. Donc, force est de constater, et je le montre dans le livre, comment marche ce mécanisme de préjugés qui fait que les personnes en capacité de décider de ceux qui doivent être en poste de direction ont peur parce que un chef d'entreprise veut que son entreprise marche. Si des personnes commencent à faire marche arrière ou qui commencent à avoir des problèmes dans la société parce qu'une telle partie ne veut pas travailler, soit on prend à bras le corps le problème en disant il y a discrimination, ce que beaucoup de gens ont peur de faire, soit on laisse couler, ce qui a souvent été le cas où on dit ok, c'est pas grave, on va faire comme d'habitude, donc on laisse. Après, la troisième chose que j'invoque, qui explique, c'est qu'une fois qu'on a avancé l'argument statistique, donc il n'y en a pas beaucoup, qu'on a avancé l'argument sociologique, mais on n'a pas les moyens d'y accéder, qu'on a employé l'argument des préjugés, il y a l'argument psychologique chez les Noirs. Je n'ai beaucoup vu qui d'emblée, qui n'ont même pas été en situation d'être confrontés à ces difficultés d'accéder, qui disent de toute façon, ce n'est pas possible. Moi, on m'a toujours dit, c'est pas possible. Donc le Yes Weekend à la française, oublie ça, Émeric, tu peux t'asseoir dessus. Et donc, c'est un peu comme si on avait implémenté des mécanismes de frein ou d'autocensure pour les personnes en capacité, des personnes brillantes que j'ai rencontrées en capacité d'accéder justement et d'apporter aux entreprises, se brident d'elles-mêmes en refusant d'aller ambitionner à ces postes-là. Et donc, ces trois phénomènes, ces trois arguments expliquent à mon sens le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de Noirs dans les hautes sphères des entreprises. Et vous aurez compris dans tout ce que j'ai dit que j'emploie le terme plafond de verre dans un sens bien particulier, parce que quand on parle de plafond de verre, il y a deux choses. La première chose, c'est la difficulté d'accession sur le marché du travail. C'est ce qu'on a beaucoup entendu quand on parlait des gens des zones sensibles ou des banlieues. On parle de plafond de verre pour ces personnes-là parce qu'ils n'arrivent pas à accéder au marché du travail. Donc il y a des initiatives comme le CV anonymisé où on leur apprend à bien se présenter parce qu'on sent effectivement qu'il y a un décalage entre le monde de l'entreprise et leur réalité sociale. Il y a l'autre acception de plafond de verre qui nous vient des pays anglo-saxons, qui est l'acception d'origine, qui est de dire il y a plafond de verre quand la progression de certaines catégories de la population, que ce soit les femmes, les handicapés ou les minorités ethniques, est freinée à partir d'un certain niveau hiérarchique. Et donc, les femmes, pour moi, vivent le même phénomène, mais amplifié par rapport aux Noirs. Parce que ce que je dis, il y a 50% de femmes dans la population active. Quand on fait le ratio dans les états-majors des entreprises, on ne voit pas 50% de femmes dans les états-majors. A fortiori, les 4% de Noirs, on comprend encore mieux pourquoi ils n'y sont pas dans les états-majors. On abordera tout à l'heure, puisque j'ai un peu épuisé mes 15 premières minutes, on abordera peut-être tout à l'heure, une fois qu'on a fait tous ces constats, qu'on a expliqué le phénomène, quels sont les ressorts, parce que bon, là, ça semble être un constat négatif, mais mon livre se veut surtout positif, parce que, comme disait Chaher, c'est donner une impulsion. C'est dire, OK, il y a une forme d'injustice sociale. OK, nous militons pour plus d'intégration. Militant étant, attention, un thème
plutôt positif chez moi. Nous voulons encourager une plus d'intégration. Mais une fois qu'on a dit ça, mais quelle est la note d'espoir? Et justement, mon ouvrage, dont le titre initial était « Du silence à la lumière », parce que j'estimais que ces personnes que j'ai rencontrées, qui exprimaient beaucoup de frustration et beaucoup d'envie en même temps, il fallait les faire passer du silence à la lumière pour leur montrer un peu comme moi devant le livre d'Éric Jean Garcia. Mais c'est possible, il y a des étoiles noires, il y a des gens qui ont réussi à passer ce plafond et on ne peut pas s'arrêter à tous les constats dont je vous ai parlé, statistiques, sociologiques ou préjugés. Merci Émeric. Je trouve que tu nous places là un débat qui est très intéressant et qui nous invite à réfléchir en tant que société et de sortir des bipolarités. Sommes-nous dans une société conflictuelle, type marxiste quasiment, là, conflit des classes? Sommes-nous dans une société consensuelle qui cherche des solutions à tout prix? Ou est-ce qu'on peut être à la fois idéaliste, critique et pragmatique pour pouvoir changer les choses? Et là-dessus, j'aimerais tout de suite donner la parole à Muriel pour réagir. Tu aurais autour de 5 minutes pour réagir à chaud sur ce qui vient de se dire. A priori, c'est déjà allumé. Vous m'entendez? Bon, alors d'abord, je voulais remercier Émeric. Plus près du micro, peut-être? Oui, Émeric et Chaer de leur invitation, parce que une marque pour moi du fait que cette démarche est très, très intéressante, très ouverte, c'est que précisément, on ne se connaissait pas et on ne partageait pas les mêmes réseaux exactement. On aurait pu se rencontrer d'ailleurs, mais ça n'est pas le cas. Et Émeric, tu m'as dit que tu avais fait une recherche sur mon profil LinkedIn. En fait, tu m'avais trouvé par mon profil LinkedIn et parce que j'avais fait jusqu'à présent dans mes activités professionnelles. Donc déjà, j'avais un premier a priori très positif parce que je trouve que ça témoigne déjà d'une ouverture et d'une curiosité dont je pense que le livre d'Émeric fait vraiment la preuve. C'est-à-dire que tu t'es posé vraiment un problème très, très complexe et je trouve que ce que tu écris sur le sujet, je vais essayer de dire un petit peu pourquoi je le pense, est très juste et à la fois très mesuré. Moi, j'ai un point de vue assez complémentaire, c'est-à-dire que tu t'es interrogé sur un phénomène, sur son existence, sa réalité, sur la manière de l'appréhender. Bien entendu, c'est des questions qui sont absolument essentielles. Moi, je suis quelqu'un qui accompagne des acteurs professionnels pour les aider dans leur pratique. Donc, dans leur pratique et dans leurs évolutions professionnelles. Donc, je suis coach et donc j'ai accompagné des individus dans leur évolution professionnelle, confrontés parfois à des défis du type de la discrimination, mais pas toujours, d'autres types de défis également, et à la nécessité aussi de se construire une identité professionnelle. Par ailleurs, j'ai accompagné aussi des collectifs, et notamment une association, qui travaille pour intégrer, dont Chaer vous a parlé, qui travaille à l'intégration professionnelle de jeunes diplômés issus des minorités visibles, donc un public très particulier et très intéressant, qui en fait se situe exactement au moment où les politiques de promotion sociale finalement achoppent, c'est-à-dire des gens qui ont effectivement mis toutes les ressources scolaires et étudiantes de leur côté, qui sont souvent surdiplômés et qui ont ensuite des problèmes d'intégration professionnelle que par ailleurs, ils n'auraient pas nécessairement dans d'autres pays parce qu'il suffit parfois de franchir la Manche pour qu'ils trouvent du travail, pas dans l'heure, mais dans la semaine. Voilà. Donc c'est quand même très particulier comme type d'accompagnement. Et donc, je suis marraine et je travaille sur j'anime des séminaires pour ce type de public-là. Et puis, par ailleurs, comme j'accompagne des professionnels de la diversité et des RH depuis un certain temps, j'ai monté avec cette association une communauté de gens dont c'est le métier de développer la diversité et de lutter contre les discriminations en entreprise, en partant du constat qu'en effet, on avait beaucoup parlé du recrutement et de la discrimination au recrutement, mais qu'on parlait beaucoup moins
de la manière dont les gens qui sont recrutés parviennent à faire carrière dans une entreprise. Et ce problème est particulièrement compliqué parce que il s'ajoute à toute la complexité de ce que c'est que la discrimination et la relation discriminante. Évidemment, elle est à la fois imposée à la personne qui est discriminée, mais elle est construite avec elle, c'est-à-dire qu'en réalité, personne n'est totalement passif dans cette histoire, c'est-à-dire qu'on s'adapte à une réalité. On peut avoir des stratégies aussi pour éviter de se retrouver en situation de discrimination. Donc une relation, ça se passe dans les deux sens, même si elle est inégale, même si elle est asymétrique. D'accord ? Donc moi, je pars de ce principe-là. Et bien entendu, ça suppose déjà de comprendre la complexité de tout ça. Mais en plus de ça, quand on parle de la carrière, ça veut dire qu'on rentre dans des fonctionnements collectifs qui sont ceux de l'entreprise. En tout cas, pour ce que j'ai vu principalement, parce qu'il y a très peu de gens qui sont chargés de diversité dans des petites entreprises, ce sont même plutôt des grandes entreprises, des entreprises internationales également, pour la plupart. Et là, on rentre dans un deuxième type de complexité, c'est comment est-ce que l'entreprise, dans la société dans laquelle nous vivons, donc qui est une société capitaliste, qui est une démocratie également, où les salariés ont des droits et où il y a un droit du travail très, très développé, en particulier en France. Comment est-ce qu'on essaye d'actionner des fonctionnements dans l'entreprise qui permettent effectivement à la fois de gérer, enfin en tout cas d'affronter des risques ou même de prévenir des discriminations et qui permettent aussi de promouvoir une des grandes richesses de l'entreprise qui est sa diversité, la diversité de ce qu'on appelle ses ressources humaines, enfin donc des gens qui travaillent dans l'entreprise. Et clairement, on voit bien que, je ne sais pas si j'ai encore un tout petit peu de temps pour conclure, d'accord, on voit bien que tous les indicateurs, malgré le fait qu'en France on manque beaucoup d'outils de mesure sur la question, tous les indicateurs que nous avons, directs ou indirects, nous montrent qu'en effet, il y a des discriminations dans les entreprises, même si, comme les individus qui sont touchés par les discriminations, il y a aussi beaucoup de déni, il y a aussi beaucoup d'incapacité à se saisir des problèmes, il y a aussi beaucoup d'actions d'affichage. Il n'y a pas que ça, bien entendu, mais il y a aussi beaucoup d'actions d'affichage. Donc on sait très bien que ce phénomène existe. Maintenant, moi, ce qui m'a intéressé, c'est un peu en prolongement de ton livre, Aymeric, c'est le comment. C'est comment on fait derrière, et notamment comment on fait entre professionnels sur ces discriminations, de la diversité, pour agir, et qu'est-ce qu'on a comme moyen d'action. Alors je pense que je vais peut-être m'arrêter là, parce que comme ça on va pouvoir continuer, puis on reviendra sur les moyens d'action si ça vous paraît intéressant. Merci Muriel. Moi, ce que j'entends en prolongement aussi, c'est quelle identité professionnelle et quelle identité tout court au travail. Et là, on peut référer à Sens Lieu, l'identité au travail. Tu nous interroges aussi sur quelle solution ou stratégie, et là, on va faire le pont vers toi, stratégie individuelle et organisationnelle mise en place pour combattre des phénomènes des gens qui rentrent. Comment, quand est-ce qu'ils rentrent, comment, et quand ils y sont, comment faire carrière et s'épanouir. Philippe, je te laisse la parole. Merci, Chaher. Dans l'ouvrage d'Aymeric, il y a une question qui m'a beaucoup intéressé, c'est celle du comment. Et elle part d'un pourquoi. Pourquoi quelqu'un est victime de présomption d'incompétence? Pourquoi avant même de prendre la parole? Pourquoi peut-être avant même de le recevoir dans notre bureau? Avant même peut-être de ne jamais lui répondre? Pourquoi il est invisible aux yeux de la personne que je suis? Et dans mon histoire personnelle, pourquoi quelqu'un l'aurait rendu visible? Alors dans ton livre, j'ai noté 5 manières d'agir. Je vous les propose tout de suite parce que ça va, je pense, nous permettre de poser certains termes du débat. Au milieu du livre, tu nous invites à une posture qui n'est pas la mienne, mais qui pourrait peut-être malheureusement être souvent majoritaire. La réponse, c'est on sait que des discriminations existent, il y a du racisme et de l'ostracisme, mais dans la société française actuelle, morcelée, divisée, on ne fait rien. Après tout, la meilleure chose, ça serait le laisser faire. On sait que ça existe,
mais on est dans une posture de déni. Alors je vais vous proposer comme ça, en un temps très court, 5 manières d'agir, puis on choisira les uns les autres celle qui nous paraît peut-être la plus opportune. En tant que professeur, mais aussi dans ma trajectoire professionnelle, en tant qu'homme de ressources humaines, j'ai fait face à des mécanismes de ce type de déni. On voit bien en fait qu'il y a des discriminations directes ou indirectes qui sont à l'œuvre, mais d'une certaine manière, il faut trouver la force en soi d'aller, en quelque sorte, essayer de réguler le système. Deuxième posture, dans ton livre, et tu le montres très bien, Aymeric, ça serait une posture qu'ensemble on pourrait qualifier d'égalitariste. On fait en sorte de traiter tout le monde dans tous les cas de figure de la même manière. Et là, ça pose pour nous tous, on le sait bien, la question du mérite. Et donc, dans ton livre, il y avait pour moi beaucoup d'interrogations fécondes sur la question du mérite. Est-ce que le mérite est une dimension collective? Est-ce qu'il peut être aussi une dimension individuelle? Premier niveau, on ne fait rien. Deuxième niveau, on traite tout le monde de la même manière, quelles que soient les situations. Troisième niveau, ça m'a marqué, c'est la belle formule d'Aristote. Épouser la forme de la pierre. La loi est générale, elle ne répond pas à tous les cas, et il convient donc d'avoir un mécanisme de compensation dans la société. On va prendre du temps de professeur et le donner à ceux qui en ont besoin. On va donner un peu plus de moyens financiers à des personnes qui sont d'extraction sociale modeste. Ça serait le troisième niveau, et dans ton livre, on le voit bien, hein, tu nous donnes des clés. Moi, ça m'a aidé à mieux comprendre tout ça. C'est vraiment le niveau de l'équité. On va créer pour certaines personnes des cas particuliers qui vont à terme, on leur prend un peu des choses, mais à terme ça profite à tous. Ça serait en quelque sorte Robin des Bois en situation qui redistribuerait en fait un certain nombre de choses, et notamment de biens premiers. Quatrième niveau, et dans ton livre j'ai apprécié énormément la mesure, et ça depuis le moment où on se connaît, on n'est pas d'accord sur le fond. Moi c'est ça qui m'intéresse. Et c'est pour ça que la controverse est nécessaire. Le quatrième niveau, c'est l'action positive. Quand Simone Veil remet à Nicolas Sarkozy, président de la République, un rapport au nom du Conseil constitutionnel, en ne l'incitant pas à faire rentrer comme quatrième terme de la Constitution le mot de diversité, elle nous invite à penser que aujourd'hui, dans les moyens de la République, l'action positive permet, en se basant sur la logique du territoire, de compenser les injustices et de donner sa chance à tous. Donc le quatrième niveau, ça serait par exemple, je pense qu'on y reviendra, cher, très certainement, des grandes écoles, des universités qui ouvrent leurs portes par des voies réservées. Et moi, la question que je me pose toujours, et avec Aymeric, on se la pose aussi, c'est au bout du bout, quand ils sont diplômés, est-ce qu'ils ne sont pas toujours un peu victimes de présomption d'incompétence pour ceux qui les emploient? Et donc je pense que ça pourra aussi nourrir beaucoup le débat qui est le nôtre. Puis le cinquième niveau, c'est la discrimination positive. Moi, dans ton livre, ça m'a donné des éléments pour réfléchir. Est-ce que, comme tu le disais, Chaher, est-ce que pour compter dans la société, dans notre République, il va falloir qu'on se compte? Et que si les employeurs, je vais rester juste sur ce niveau, n'ont pas l'intelligence de faire rentrer dans leurs équipes des gens qui sont représentatifs des bassins d'emploi dans lesquels ils opèrent, est-ce qu'il ne faut pas les contraindre? Et à ce moment-là, est-ce qu'il ne faut pas aller, et moi j'ai trouvé ton livre très éclairant pour moi, est-ce qu'il ne faut pas aller vers deux types de quotas? Et tu marques la distinction, et pour moi ça a été intéressant. Des quotas tremplins. On met dans une situation de pouvoir un journal télévisé, une équipe de sport à haut niveau, un comité de direction. On met quelqu'un qui a priori n'y est jamais. Et puis quand on le met, on se dit, en le mettant, on va changer les mentalités. Ça c'est le quota tremplin. Mais on sait que quand on le met, on risque de l'enlever quand les mentalités seront transformées. Ça me rappelle un présentateur de journal de 20 heures qui avait dû réfléchir, on a réfléchi avec lui à la question du plafond de verre et de sa couleur. Et à terme, le mécanisme fonctionne si les mentalités ont été éveillées. Et puis après, moi, c'est la question qu'on se pose ensemble depuis longtemps, et tu m'as éclairé là-dessus. Il y a un quota qui n'est pas un quota tremplin, c'est un quota cible. On regarde en fait la cartographie du bassin d'emploi, on regarde qui compose notre pays, mais on se donne comme règle de découper. Et donc ça pose la question d'un référentiel ethno-racial. Parce qu'il faut se mettre d'accord comment on découpe. Et donc on pourrait s'inspirer des États-Unis, de la Hollande, de la Grande-Bretagne, pour voir émerger un référentiel ethno-racial. Et d'une certaine manière, ça peut être une politique, ce n'est pas celle qui a ma préférence, mais on doit se poser la question, quand la République de texte n'est pas au rendez-vous de la République de fait, on doit se poser la question, en toute lumière,
de quotas, et donc de quotas cibles dans lesquels on imposerait plus ou moins fortement à des employeurs de faire rentrer dans leurs équipes des gens qui n'y sont jamais. Et donc, si on opère une courte synthèse, vous avez ici 5 niveaux d'action. Depuis le déni et le laisser-faire, jusqu'à une politique de quotas dans laquelle, pour compter, il faut se compter. Et toute la question chère, c'est comment on fait naître et comment on se met d'accord aussi dans cette salle sur un possible référentiel ethno-racial qui consisterait à protéger ceux qui ne sont jamais dans le jeu. Et donc, vraiment, je tiens à te le dire les yeux dans les yeux, nous ne sommes pas d'accord sur le résultat, mais tu m'as beaucoup éclairé sur les moyens. Et ça fait longtemps que je m'intéresse avec Evald Moutabazi, notamment professeur à l'école de management de Lyon, avec qui j'ai écrit un livre qui s'appelle Les discriminations, et qu'on mettra à disposition d'ailleurs de l'Institut du monde arabe en gratuité pour vous, qui êtes venus ce soir. J'y tiens beaucoup, qu'on s'interroge à ces questions. Et donc ces 5 niveaux, pour moi, ils sont très intéressants parce qu'ils questionnent l'entreprise et ils questionnent aussi les structures politiques qui sont les nôtres. Comment on renverse le stigmate, c'est-à-dire le regard des autres, par l'expérience d'une intégration dans une institution. Et pour ma part, j'ai toujours pensé qu'on jugule les inégalités par l'accès au travail. Et je pense que c'est une façon aussi, avec vous, avec nous, de continuer de réfléchir ensemble. Merci Philippe. Ce que je trouve très intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que tu nous pointes un élément que Aymeric aussi pointait dès le départ, celle de la représentation. Qu'est-ce qui fait qu'on perçoit l'autre comme on le perçoit et comment est-ce qu'on identifie soi-même et qu'on emmène l'autre à s'identifier comme il s'identifie à partir de notre vision. Philippe, tu nous parles aussi dès lors de présomption d'incompétence. Tu nous parles aussi d'éléments qui sont le déni, l'équité, l'action positive, les voies réservées, la discrimination positive comme source possible de réflexion et d'action peut-être. D'emblée, Aymeric, j'aimerais te demander, on a eu Muriel qui s'est exprimée, on a eu Philippe qui ouvre le débat, qui te dit on peut fondamentalement ne pas être d'accord sur un point, notamment sur la question aussi simple qu'on est dans une république qui se définit comme telle, égalitaire, et on voit les discriminations qui existent aujourd'hui et on se demande quelle est la place, par exemple, que prend l'État aujourd'hui pour régler les solutions, alors qu'elles viennent beaucoup, par exemple, du milieu économique. Charte diversité, label diversité. Est-ce que tu voudrais répondre à Muriel d'une part et à Philippe d'autre part? Oui, déjà, on a un peu auto-centré le débat sur le thème de ce soir, sur mon livre, en prenant le prétexte des Noirs. Mais je pense qu'il faut redire par rapport à la présentation de Muriel et l'élargir. On peut l'élargir vite à plus de catégories sociales et pas seulement sur le point de vue ethnique. Donc c'est déjà dire que c'est un problème de société à la base. Donc, après, des discussions qu'on a eues, en parlant de stratégie, on a tendance toujours à regarder, mais comment fait l'autre? Qu'est-ce qui se passe ailleurs? Et donc comment fait l'autre? On pensera aux femmes, on pensera à d'autres minorités ethniques qui s'intègrent plutôt bien, ou en tout cas qui ont d'autres stratégies. On en reparlera tout à l'heure. Sur ce que tu pointes, Muriel, et je pense qu'on est d'accord là-dessus, on a d'un côté des personnes qui sont très volontaires, surdiplômés, qui n'ont qu'une envie, c'est de rentrer dans le système, c'est de faire partie du jeu. Et d'un côté, quelque chose qui est un peu plus nébuleux, qui n'est pas clair pour eux, en tout cas qui ne perçoivent pas très bien, qui est de dire on ne peut pas rentrer dans la roue. On n'arrive pas à rentrer, un peu comme, vous savez, le double dutch, la corde, mais il faut rentrer à un moment donné et puis sauter. Et eux, ils ont l'impression qu'ils n'arrivent jamais à rentrer, ils n'ont pas compris comment y rentrer. Et forcément, même si ce que tu pointes que la relation est forcément duelle, moi, je pense et je soutiens que l'action doit venir de l'organisation. Les responsables d'organisation, qui sont aussi des citoyens, ont cette lourde charge de dire mais est-ce que je remarque qu'il y a un sujet là, que moi, en tant que citoyen, en tant que responsable, il y a un problème d'équité, comme tu dis, Philippe. Je ne peux pas continuer à accepter que cette injustice sociale, qui est déjà en dehors de la société, revienne dans un espace où capitalisme aidant, on doit être sur le même point d'égalité, puisqu'on produit de la richesse commune. Et donc, je soutiens, et c'est mon point de vue, que c'est à la société, donc à l'entreprise, aux dirigeants, aux DRH, aux managers, de prendre la mesure de ces problèmes et de faire face, sachant que, alors, on va rentrer dans quelque chose qui, moi, ne me plaît pas forcément, mais entre l'humain et l'économique, pour moi, c'est d'abord un problème humain.
On a tendance toujours à vouloir justifier quand on parle de diversité par des arguments économiques. Oui, c'est bien pour l'entreprise. Oui, c'est bien la diversité management. Vous allez voir, la performance de l'entreprise va augmenter. Je pense qu'il faut sortir de ce débat de performance et dire, OK, c'est bien, l'entreprise a pour vocation de faire de la richesse, mais il y a un problème humain, c'est des hommes qui font la richesse de l'entreprise. Il n'y a pas de richesse sans hommes qui travaillent. Après, pour répondre à Philippe, depuis que je te connais, compter sans compter, moi je soutiens que ce qui ne se compte pas n'existe pas. On est malheureusement dans des sociétés plutôt quantitatives, on a des indicateurs partout, et à un moment donné, il faut bien savoir dire, mais voici ce qui se passe. Quand je dis qu'il y a absolument 4% de noirs en France, je dis oui, 4% de noirs en France, ça ne fait pas 20% du management noir. C'est juste pas pensable. Donc il y a un problème de comptage, de dire ce à quoi vous aspirez, bon, c'est juste conceptuellement pas possible. Et je comprends le risque qu'il y a à dire de compter, parce qu'on est dans des sociétés, effectivement, où dès qu'on commence à compter avec toute l'histoire, on va dire, ah, si tu commences à compter, tu vas commencer à dire, tu es représentatif et tu ne l'es pas. Et maintenant, je te pointe du doigt. C'est vrai, mais on ne résout pas un problème en pointant un autre problème. C'est-à-dire que le problème à la base, c'est de dire, on ne doit pas avoir de préjugés. Et donc, si compter augmente les préjugés, c'est vraiment aux préjugés qu'il faut s'attaquer. Et je pense que faire évoluer les mentalités nécessite, à un moment donné, de pointer ces problèmes. Parce que sinon, on dira qu'ils n'existent pas. J'aimerais continuer le débat en disant, je vais redonner la parole à Muriel et Philippe pour répondre d'une part à ce que tu viens de dire, de manière courte, et ensuite l'ouvrir à vous. Peut-être pointer tout de suite des zones, un peu comme tu le faisais Philippe, qui sont pas assez éclairées dans ton ouvrage. Tu te réfères beaucoup à Norbert Alter et à sa force de la différence, qui est un ouvrage en fait qui pointe des trajectoires d'individus considérés comme atypiques par rapport à une norme qui est la majorité, disons blanche, 40 ans, PDG. Ce sont des gens qui s'en sortent par différentes stratégies, que ce soit l'aide, que ce soit leur force d'esprit, que ce soit leurs compétences. Ces personnes-là, Norbert Alter constate qu'elles s'en sortent, qu'elles y arrivent. Et ces personnes-là sont en général issues des minorités dites visibles, mot horrible. Quand elles y arrivent, elles sont aussi PDG. C'est-à-dire qu'elles ont réussi sur l'échelle de l'ascension sociale et économique. Est-ce que tu parles de ces personnes-là dans ton ouvrage, dans un premier temps? Ça, c'est ma question. Et avant que tu n'y répondes, peut-être laisser la place à Muriel et Philippe, si vous le voulez, réagir. Alors, si on parle des zones d'ombre en tout cas des limites de mon étude, il y en a quelques-unes, effectivement. Avant de répondre à celle-là que tu pointes, je pense que c'est une étude déjà qualitative, qui est beaucoup basé sur, donc pour ceux qui font de la sociologie, sur une interview pas enquête de terrain, et essentiellement dans un bassin parisien. J'ai beaucoup discuté avec Eval, qui est du bassin lyonnais, avec lequel on a beaucoup échangé. J'ai échangé avec des oncles quand j'étais en vacances et des amis de la famille quand j'étais dans le bassin bordelais. Mais la question qui se pose, c'est la généralisation. On peut me retoquer scientifiquement, ok, tu as fait un constat basé sur toutes tes rencontres en région parisienne, comment tu peux le généraliser à la France? Et je pense, par rapport à ce qu'a dit Muriel et par son expérience terrain, et par rapport à ce que pointe Simone Veil, ce procès peut être vite recusé en disant les problèmes on les connaît, ce qui se passe à Paris, ce qui se passe à Bordeaux et ce qui se passe à Lyon, on peut facilement les généraliser à la France. Après, il y a effectivement, quand on parle de stratégie par rapport au plafond de verre, ce que je montre dans le livre, c'est que les personnes qui sont face au plafond de verre sont frustrées. Elles veulent quelque chose et elles l'ont pas. Quand on y est, comment on fait? Première chose, il y en a qui se résignent. Ce n'est plus mon ambition. Ok, je reste à mon poste de cadre, je touche un bon salaire, je fais en sorte que mes enfants eux réussissent maintenant que j'ai compris où ça bloquait. Mais je quitte. La deuxième stratégie, c'est ce que j'appelle l'exil ou le retour au pays. Elle concerne essentiellement des personnes qui ont compris, en tout cas pour la minorité noire, qui ont compris que l'Afrique a un haut potentiel en ce moment, une forte croissance. Donc ces gens, ces personnes, avec les grosses multinationales, retournent à Dakar, à Accra, à Bamako, à Nairobi,
parce que ça bouge là-bas. Et les entreprises étrangères ont besoin de leurs compétences parce qu'elles valorisent aujourd'hui leur parcours professionnel en France. Et donc, elles se retrouvent dans des conditions avec des ponts d'or qui n'ont rien à voir avec ce qu'elles ont ici. Là, j'ai cité des capitales africaines, mais on peut citer Dubaï, etc. Ou même, beaucoup de personnes vont aujourd'hui au Canada. On aura off le temps de discuter l'expérience canadienne parce qu'elle est aussi assez atypique. Donc, il y a cette stratégie de l'exil, donc quitter la France et dire aller chercher l'aventure ailleurs, la réussite ailleurs, là où en France, on n'a pas réussi. Et puis, il y a la stratégie de Yes Weekend que moi j'aime beaucoup et que je pointe ici quelques personnes qui ont dit, évidemment à la faveur de l'environnement, à la faveur de ce que dit Norbert Alter, du travail, un environnement favorable et des faits, des personnes qui à un moment donné déclenchent le passage, un mentor ou une femme en général, ou un mari, si on parle des femmes, qui arrive à faire dépasser les gens leurs limites et dire « Ok, c'est difficile, mais je fais tout pour y arriver ». Et il y a quelques personnes qui y arrivent. Mais je reste, quand je dis tout ça, dans un cadre plutôt organisationnel. Je reste dans des grands vaisseaux amiraux, BNP, Total, L'Oréal. Je n'ai pas parlé de leur stratégie, ou en tout cas je ne le pointe pas dans ce que je dis, de l'entrepreneuriat. Parce qu'il y en a qui choisissent cette stratégie-là, dit comme je n'ai pas en entreprise dans les grands vaisseaux amiraux ma place officier, je vais aller être officier moi-même, je vais aller être moi-même amiral sur mon propre bateau. Ça leur demande de créer une entreprise, de faire face à d'autres formes de contraintes, de limites, parce qu'une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire que le marché, ou quand tu te pointes, parce que j'ai aussi eu quelques conversations, je me souviens des discussions que j'ai eues avec Norbert Alter, quand tu te pointes en tant que noir dans une banque en disant je veux 3 millions de prêts, on a les préjugés qui reviennent. Est-ce que je peux lui faire confiance? Et donc, il y a d'autres sujets qui se manifestent. Donc, il y a d'autres problèmes qui se manifestent à ce moment-là. Mais c'est une autre stratégie que je ne pointe pas dans mon livre. Je parle des gens qui sont dans des organisations qui veulent une ascension professionnelle dans ces organisations-là. Philippe me disait à l'oreillette qu'il voulait s'exprimer là-dessus. Oui, parce que dans ton livre, ce que j'ai apprécié également, c'est la figure de l'entre-deux. On est toujours plus que ce que les autres nous disent que nous sommes. Et ça, c'est quelque chose qui, dans ton ouvrage, me paraît intéressant et important. Il y a un grand sociologue kabyle qui s'appelle Abdelmalek Sayad, et Pierre Bourdieu avait travaillé, il a même fini son ouvrage, il s'appelait « La double absence ». Quand on traite ensemble de ces questions, au-delà des apparences, et tu le pointes, il y a des gens qui ne sont pas tout à fait d'ici, et ça, tu insistes beaucoup là-dessus, parce que leur phénotype, leur couleur de peau, leur patronyme les invitent à être pas comme nous, donc inquiétants. Ils ne sont pas tout à fait d'ici. Et puis dans ton livre, j'ai réfléchi à ça, et puis c'est des discussions pour nous tous, pour demain. Quand ils rentrent dans ce que l'on appelle leur supposé pays d'origine, ils ne sont pas non plus tout à fait de là-bas. On ne les comprend pas bien non plus. Et Abdelmalek Sayad appelle ça, nomme ça, je trouve c'est superbe, la double absence. Dans ton livre, il y a une invitation à ce qu'on pourrait appeler ensemble une triple présence. C'est des gens, certes, qui sont dans le jeu social mis à l'écart ici. Quand ils rentrent dans un pays supposé d'origine, ils sont aussi mis de côté, mais ils ont une très grande force, ces gens-là, si on les aide, on les appuie, et surtout s'ils sont ce qu'ils sont, c'est qu'ils font des ponts, des liens, des correspondances entre des univers culturels. Et donc, il faudrait qu'on ait aussi en entreprise toute une réflexion sur l'hybridation, le métissage, des gens qui sont jamais là où on les attend, et parce qu'ils sont jamais là où on les attend, ils nous apportent en fait cette part de créativité, d'imprévisibilité dont on a bien besoin. Alors ça, j'aimerais t'interroger là-dessus tout de suite, si tu permets, cher, parce que c'est le débat d'une vie. Comment tu la vis, toi, cette posture de l'entre-deux? Moi, je crois pour ma part qu'il arrive parfois qu'on joue à être étranger pour conquérir du pouvoir. On joue à être noir avec des gens qui vous accueillent ou pas comme noir pour devenir un peu blanc, si je reprends tes catégories. Et puis au-delà de ça, en fait, on rentre dans le monde des puissants en manipulant situationnellement son ethnicité. Et je pense que dans la mondialisation de plus en plus, il y a des gens qui vont apprécier cette triple présence. Qu'est-ce que tu en penses, toi? J'ai l'impression que tu habites avec moi à la maison parce que c'est exactement le cas que tu décris. Et je pense que intuitivement, comme tu dis, on arrive à être dans un entre-deux. C'est ce que je pointe dans le livre et je pense que tu l'as saisi, c'est que pour réussir, il ne faut pas se définir en tant que quelque chose. Je disais tout à l'heure, c'est les autres qui pointent qu'on est noir, mais c'est pas exactement ce qu'on vit. Moi, ce que je vis, c'est que je suis béninois,
J'ai habité au Sénégal, je suis venu habiter en France. Je ne suis ni béninois tout à fait, ni sénégalais tout à fait, ni français tout à fait. La preuve, quand je me balade à Paris, on peut me taxer de noir avec des fois ma façon de m'habiller, ma casquette à l'envers, etc. parce que j'aime bien ça. Quand je vais à Dakar, je peux vous dire, je reviens de Dakar là, quand je prends le taxi, les prix sont 3 fois supérieurs aux prix locaux parce qu'ils ont reconnu tout de suite que j'étais pas de là-bas. Et quand je vais à Cotonou, on me dit mais tu parles avec un accent. Et donc quelque part, je suis tout le temps obligé, dans mon identité, y compris en entreprise, de composer avec moi ce que je suis et ce que j'ai envie de faire. Et c'est ça qui devient la boussole de mon parcours. Et ça me donne un avantage, comme tu dis, c'est que ça développe une certaine acuité, une certaine vigilance à comprendre les mécanismes qui se jouent. Parce que d'avoir habité à Dakar, quand j'avais 11 ans, m'a permis de m'intégrer rapidement et de comprendre comment on s'acculturait à Dakar, comment faire comme les autres pour se faire accepter. D'avoir vécu en France à partir de 18 ans, comment ils se comportent en France, comment je fais pour me faire accepter. Et donc en entreprise, dans toutes les situations, j'ai cette capacité-là de dire ce que je cherche, moi, c'est mon intérêt. Donc quand j'arrive dans un milieu qui n'est pas d'emblée favorable ou en tout cas qui est au mieux auquel j'accède, je dois comprendre comment il fonctionne pour arriver à satisfaire mes intérêts. Donc c'est une forme de stratégie. Et on gagnerait, puisque tu travailles dans l'interculturel, on gagnerait en tout cas à travailler en entreprise sur la problématique qui nous concerne, sur ces stratégies-là et de ces personnes, pour voir comment l'adapter à la diversité. Alors, Aymeric, tu nous invites à avoir des antennes finalement quand on rentre dans une situation X ou Y. Et dans ton livre, peut-être qu'on ne le dévoilera pas tout de suite pour qu'il puisse être acheté aussi, tu proposes des outils pour des élites qui sont aujourd'hui se sentent pas assez, qui n'ont pas assez développé leurs antennes. Tu leur proposes des outils pour développer des antennes et pouvoir réussir aussi professionnellement. Ouais. En fait, en analysant, parce que c'est un livre de recherche, et en discutant avec les personnes et en m'appuyant sur les travaux de Norbert Alter, je vois que les personnes qui réussissent mobilisent quelques ressources. La première ressource, c'est celle qu'on vient de dire. C'est qu'il n'y a pas de place en entreprise, en tout cas, aujourd'hui, dans la France actuelle, et c'est pourquoi le livre aussi est tempéré, nous voulons quelque chose. Nous avons droit à quelque chose. C'est que les personnes qui réussissent disent tout en maturité, je ne me suis jamais revendiqué comme noir. Nous sommes en entreprise, je viens et je fais le travail et j'essaye de satisfaire les intérêts de l'entreprise. Ça fait rebond à la question de mérite dont on a parlé tout à l'heure. Parce qu'on pourrait croire qu'en entreprise, quand on a des diplômes, voilà. Parce que effectivement, le système de corporatisme fait qu'on pourrait avoir cette idée-là. Mais derrière, il y a un autre mécanisme qui est que l'entreprise ne sélectionne pour les gouverner que des gens qui sont capables de satisfaire les intérêts de l'entreprise, en tout cas des personnes qui pilotent ces entreprises qui sont derrière. Donc, en général, il faut avoir compris ces mécanismes-là pour entrer dedans. Donc, commencer par se définir comme noir et avoir des droits, avoir droit à un quota spécifique pour être patron, n'arrange pas les choses. Et ce qui se passe, ce dont on se rend compte, en tout cas, les personnes avec qui j'ai eu à discuter, opèrent une distanciation avec la communauté, entre guillemets, puisqu'il n'y a pas de communauté noire, je vous l'ai dit tout de suite, il n'y a pas de communauté au sens communautaire des Noirs en France. Il y a peut-être une catégorie, il y a une minorité noire, mais il n'y a pas de... Ces personnes, en tout cas, opèrent une distanciation en disant tu ne m'appelles pas mon frère en entreprise, on n'a pas gardé les vaches ensemble. Je suis d'accord qu'on ait une certaine relation et que parce que j'ai eu à franchir certaines étapes, si tu veux que je te coach et que je sois ton mentor, je vais bien t'aider, mais il ne faut pas que ça soit parce que je suis noir comme toi que ça devient un dû ou quelque chose. Moi, j'y suis arrivé parce que je ne me suis pas défini comme noir. Donc, il y a cette distanciation qui se fait. Premier outil. Deuxième outil, une capacité énorme de travail. Et ça, je pense qu'on ne l'a pas suffisamment dit. On ne te donne pas quelque chose parce que tu es d'une certaine couleur. Il faut aussi, ou bien d'une certaine origine. On donne quelque chose, une fois encore, parce que l'entreprise gage sur toi que tu peux lui apporter des résultats et que tu peux diriger les gens qui sont en dessous de toi ou tu peux apporter quelque chose. Donc, ces personnes-là, comme tous les autres dirigeants, comme tous les autres leaders, ont une énorme capacité de travail, une capacité d'abstraction, une capacité à s'investir justement pour l'entreprise. Et la troisième, dont on a déjà parlé, c'est que Norbert Alter investit profondément, c'est cette capacité à s'appuyer justement du fait de la différence et du fait des stigmates, à s'appuyer sur des personnes ressources qu'il appelle fées. Et on a parlé de femmes, on a parlé donc de la compagne ou du compagnon, on a parlé des parents qui arrivent en fait à décoder, à servir de soupape psychologique à ces personnes
pour les propulser. C'est des espèces de fusées qui disent « Oui, je sais ce que tu vis, tu peux venir m'en parler à la maison, mais je sais que tu peux y arriver et tu as une oreille favorable et je compte sur toi pour y arriver et ce sera bien. » Donc, les stigmates vécus à l'extérieur trouvent, on va dire, un pansement à l'intérieur qui fait que ces personnes sont capables de se surpasser. Et quand on associe ces 3 outils, mais forcément, on a des personnes qui sont sûres d'elles, savent où elles veulent aller et mettent en place tous les moyens pour y arriver. Et comme on sait bien, il n'y a pas de vent favorable pour qui ne sait pas où aller. Donc, comme les vents sont là avec les personnes ressources, le cap est bien mis en tout cas. Alors, Muriel, une prise de parole et ensuite on va tout de suite passer aux questions du public. Ouais, je pense qu'on va quand même passer assez rapidement aux questions du public parce qu'ils nous écoutent depuis un moment. Mais moi, je voulais dire plusieurs choses parce que, évidemment, vous avez dit tous beaucoup sur le sujet. Il y a plein de façons de prendre le problème. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même... il y a des acteurs auxquels on ne pense pas forcément, entre eux, des élites qui sont parvenues à entrer dans la cour de l'élite, justement, enfin des personnes de couleur noire qui sont arrivées à monter les échelons de l'entreprise, et puis une politique d'organisation ou une législation ou des quotas, enfin des grandes décisions qui relèvent à la fois de l'organisation et surtout de la politique derrière. Entre les deux, il y a des gens qui travaillent. On est une société déjà métissée depuis bien longtemps. Il y a énormément de gens qui travaillent à faire du lien. Et ce n'est pas seulement des gens, d'ailleurs, ce sont des organisations, des associations. Il y a énormément de milieux qui ont un savoir-faire sur la manière d'accompagner, de faire du lien, sans pour autant avoir forcément le pouvoir de révolutionner les choses et de changer les règles du jeu. Et elles en sont d'ailleurs, ou ils en sont les premières, ils en subissent les conséquences d'ailleurs. Mais en attendant, il y a de ce savoir-faire-là, eh bien, il n'est pas tellement reconnu. Il n'est pas reconnu pour ceux qui travaillent à tout ça. Il n'est pas reconnu globalement par notre société parce qu'on pense que quand on est en situation de mixité sociale, d'ailleurs c'est vrai pour les entreprises quand elles nous disent, par exemple, nous, on n'a pas de problème de ce point de discrimination, etc. Vous voyez bien, nous, on a des équipes multiculturelles, internationales. Voilà. Nous, on est déjà dans la mixité. Voilà. Alors, ça peut être toute forme de mixité, d'ailleurs. C'est pas seulement la couleur de peau, hein, bien sûr. Et donc, c'est la même chose dans les collèges. C'est la même chose dans les établissements d'enseignement, où on dit, vous voyez bien, on est une population mixte. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est le travail qui est nécessaire pour créer du lien dans cette situation, dans cette société métissée, dans ces organisations, dans ces équipes diverses. En réalité, ce travail-là, certains l'ont pris en charge parce qu'ils ont des postures militantes, parce qu'ils croient qu'ils peuvent, avec leurs compétences, apporter quelque chose, mais il ne faut pas non plus le faire reposer entièrement sur les personnes qui ont franchi toutes ces étapes et qui sont arrivées là où elles souhaitaient arriver. D'ailleurs, ce n'est pas forcément au sommet non plus, parce que je pense qu'il faut prendre les élites, c'est une partie du problème. Ce n'est pas uniquement les élites le problème, c'est toute la possibilité de monter, de se développer, parce que ce n'est pas toujours vers le haut. Hein. Donc, il y a vraiment un travail de la mixité sociale. Ce travail, il n'est pas reconnu, il n'est même pas connu. Et il n'est pas toujours facile non plus à exercer par des gens qu'on a choisis pour le faire. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire, c'est d'accompagner des acteurs qui, à l'intermédiaire entre l'individu qui essaye de faire carrière et qui va y arriver parce qu'il a plein de ressources, ou qui va au contraire se sentir très frustré parce qu'elles ne sont pas reconnues, et à l'intermédiaire entre ça et une grande organisation, voire une scène politique où il y aura de grands débats sur est-ce qu'on va changer les règles du jeu, à l'intermédiaire de ça, il y a des acteurs qui travaillent, et ces gens-là, on ne les reconnaît pas. Et déjà, qu'ils puissent s'exprimer en relation avec ces questions-là, ça me paraissait important, et c'est pour ça que j'ai suivi la FIP dans une initiative dont on parlera peut-être en détail si ça vous intéresse, qui est un observatoire international collaboratif entre des gens qui travaillent sur ces questions-là, non seulement en France, mais à l'étranger, notamment
aux États-Unis, parce qu'il me semble qu'il y a tout un savoir-faire que individuellement on peut avoir commencé à apprendre parce qu'on a bien été obligé de se débrouiller dans ce parcours difficile, mais que collectivement on doit pouvoir aussi partager et faire savoir. Et dernier point, alors après il reste des questions de philosophie sur la société, sur la vie, etc. Bon, moi, j'ai l'âge que j'ai, je lis dans des déclarations d'intention qu'on va éradiquer le racisme, qu'on va supprimer les discriminations. Je n'en crois rien du tout, parce que à mon avis, ça n'arrivera jamais. Pour moi, c'est le travail de chaque génération que de travailler à la mixité sociale et au mélange, alors avec des opportunités particulières. Peut-être dans notre génération, et par rapport aux entreprises, par exemple, il y a la question de l'innovation qui se pose. Il y a la question du fait que on commence tout juste à en entendre parler, mais certaines grandes entreprises commencent à se dire qu'elles sont peut-être mortelles. C'est-à-dire que peut-être les formes d'économie ne vont pas forcément passer de toute éternité par de grandes entreprises, et que, quelque part, certaines doivent quelque part aussi trouver des moyens de survie. Alors, je ne dis pas qu'il faut le faire pour ces raisons, mais chaque génération doit trouver aussi des fenêtres d'opportunité, et ça en fait partie. L'innovation, l'international, ça a été beaucoup le grand sujet de la diversité. Ces entreprises qui ont beaucoup travaillé à créer une vitrine, et parfois plus qu'une vitrine sur la diversité, elles ont souvent été des entreprises qui, au départ, avaient besoin de conquérir des marchés. Et elles disaient elles-mêmes, il va falloir qu'on ressemble à l'intérieur à nos consommateurs. Donc, clairement, il y a eu cet aspect-là opportuniste. Mais à la limite, moi, je suis dans une optique très pragmatique. Je me dis, pourquoi pas ? Je veux dire, quelles que soient les raisons opportunistes, il faut peut-être savoir identifier lesquels sont les plus intéressantes lesquels chevaux sont les plus intéressants à chevaucher en fonction du temps qu'on partage, en fonction des préoccupations du contemporain. Et en l'occurrence, l'innovation, le fait de survivre à la fois une très grosse compétition, mais aussi au fait qu'il y a d'autres formes de travail qui aujourd'hui commencent à se développer hors de l'entreprise, et que même de grandes structures peuvent éventuellement, ou dans quelques temps en tout cas, se poseront certainement des questions sur ces sujets-là. C'est-à-dire en fait les vrais enjeux de ces entreprises aujourd'hui, certains d'entre eux traversent la question d'aller chercher des ressources plus diverses, de les respecter et de les traiter de manière, de les respecter, c'est-à-dire vraiment de respecter ce qu'elles apportent et aussi ce qu'elles portent comme peut-être dérangement, parce que l'innovation, ça passe forcément par des formes de dérangement. Voilà. Merci Muriel. Une petite indication avant de vous laisser la parole. Vous nous parlez, en tout cas c'est ce que j'entends aussi, de reconnaissance, de soutien. Et je trouve que quelqu'un comme Aymeric, qui nous apporte le livre qu'il nous apporte aujourd'hui, se positionne individuellement aussi comme un soutien. Quelqu'un qui, comme je disais au tout début de cette conférence, a la possibilité de parvenir à quelque chose et d'inviter quelqu'un d'autre, en l'occurrence moi, à poursuivre un peu son œuvre. A qui donne à B, puis moi je donnerai peut-être à quelqu'un d'autre, autre qu'Aymeric. Tout de suite, la précision que je voulais vous mentionner, j'ai pris le soin de nommer chacun des protagonistes ici aujourd'hui, de dire ce qu'ils faisaient. Je vous invite à manifester qui vous êtes, et peut-être aussi, parce que le temps nous échappe un peu, nous manque, dire si c'est un commentaire ou si c'est une question que vous adressez, à qui vous le faites, et faites synthétique s'il vous plaît. Donc il y a un micro qui circule, on vous donne les micros tout de suite à notre droite. Merci, secrétaire général de Cietar France, qui est une association d'interculturalistes, où vous pourrez retrouver Aymeric le 5 décembre matin, qui continuera à partager sur son livre. C'est un groupement d'interculturalistes dans 60 pays depuis 50 ans. 2 témoignages. Ma femme est en de la face Guadeloupe. Du micro, s'il te plaît. Ça serait en face, voilà. Ok. Ma femme est de la Guadeloupe. Je suis marié depuis 20 ans et j'ai rencontré en France
et en Guadeloupe, beaucoup de jeunes professionnels brillants. Comme dans les familles africaines, et comme le Norbert Atter le dit, pour ceux qui doivent se battre pour réussir, il faut en faire 2 fois plus. Donc j'ai rencontré beaucoup de gens très bien formés qui ont fait des doubles cursus, qui sont brillantissimes en termes d'intelligence et de formation. Et ils sont dans cette autocensure en n'osant pas valoriser leur ambition et la faire reconnaître. J'ai fait des conférences en 2010 en Guadeloupe. Sur tous les avocats de Guadeloupe, il y en a un qui fait partie d'un cabinet international de la Grande Caraïbe. Il y a beaucoup d'autocensure alors qu'il y a beaucoup de potentiel. Par ailleurs, j'organise des rencontres sur les sagesses du monde et j'en ai organisé une sur les sagesses d'Afrique. Et j'ai puisé dans le livre Les sagesses du monde de Frédéric Lenoir, Élisée Tardé-Masquelier, un livre de 2000 pages sur les sagesses du monde. Vous savez combien il y en a sur l'Afrique ? 20. Il y a 1%. Alors je m'interroge et je regarde les 40-50 auteurs. Ils ont tous travaillé sur des textes. Ils n'ont pas pris la peine de s'intéresser à des traditions orales. Ils ont disqualifié 15% de la population de la planète en disant mais ils ne comptent pas. Comme Sarkozy quand il dit à Dakar que l'Afrique est en retard de l'histoire. J'ai appris ce jour-là, quand j'ai organisé cette conférence, qu'il y a une charte du Mandane produite dans l'Empire du Mali au XIIIe siècle, qui a 400 ans d'avance sur la charte des droits de l'homme. Mais qui c'est ça ici ? Et donc, il y a une discrimination qui n'est pas simplement individuelle, mais elle est sur les richesses culturelles de chaque pays, et les jeunes qui se construisent ont besoin de références symboliques auxquelles s'identifier, dont ils sont fiers. Encore faut-il qu'ils soient connus. Au musée d'Aper, le musée d'Afrique noire, musée privé, il y a une spécialiste belge du musée du Congo belge qui présente des masques et des films sur les rituels et qui ne connaît rien à l'usage des rituels en termes d'éducation morale et spirituelle pour les jeunes qui vivent en Afrique. Donc on ne publie rien, on n'explique pas, on disqualifie et on va lire des petits contes sur l'Afrique. Mais la sagesse profonde de 1 million, je vous rappelle que Lucie, elle est née dans la faille de Douvaï en Tanzanie, il y a 1 million d'années. Ils n'ont rien inventé dans ce temps-là. Il y a besoin de réactualiser nos connaissances sur les cultures africaines pour donner aux jeunes le courage d'incarner leur richesse. Merci Edouard Stack pour ce commentaire. Je rappelle, dites si vous faites un commentaire, puis la synthèse ici est de mise. Tu nous rappelles finalement qu'il faut revoir nos représentations et les corriger. Madame ? Bonsoir, je suis Carole Da Silva. Je suis la présidente et la fondatrice de l'association dont parle Muriel Laffippe. J'aurais énormément de commentaires à faire, mais ça serait trop long. Je voulais juste savoir, j'ai pas lu le livre, je vais le lire, mais savoir est-ce que les personnes que vous avez interrogées, c'est des personnes qui ont fait une partie de leurs études en Afrique avant de venir, ou est-ce que ce sont des personnes qui sont nées et qui ont grandi en France? Parce que je pense que la vision des choses et l'approche, ne serait-ce que au management, à la capacité à aborder l'espace décisionnel n'est pas forcément le même. Je pourrais apporter des éléments de pourquoi est-ce que je pose cette question-là. Après, est-ce que la question de la dimension culturelle, c'est-à-dire par exemple, on parlait de l'expérience canadienne, britannique, américaine, elle n'est pas du tout abordée de la même manière. En France, la question du réseau est fondamentale. La question corporatiste est fondamentale. On ne s'improvise pas chef en France parce qu'on a décidé que vous allez être chef à partir du moment où on vous a mis la cuillère dans la bouche, on a dit toi tu seras chef. On fait tout pour que vous soyez chef. Donc évidemment, quand vous arrivez après dans le système, c'est compliqué. Même si vous avez une stratégie, même si vous avez appris les codes, un certain nombre de points. Donc, est-ce que les personnes que vous avez eu à interroger, est-ce que c'est des personnes qui après sont entrées dans le système? Parce que aussi, il y a aussi les personnes qui peuvent, grâce à leurs compagnons, à leurs compagnes, intégrer le système. Donc, quelque part, on vous fait une partie de la place, sans compter que les places de chef sont quand même relativement rares, déjà pour la majorité, on va dire, invisible. Donc, à plus forte raison, quand vous êtes minorité visible, c'est déjà un peu plus compliqué. Donc, je pense qu'il faut aborder tous ces points-là. C'est passionnant, mais je ne vais pas... Parce que je dis ça pourquoi? Il y a aussi la différence entre les types d'écoles. À AFIP, nous avons fait, il y a 2 ans, un livre que nous avons appelé « Des noix à diplôme », où on a eu à comparer le délai d'intégration des personnes quand vous êtes
pour les personnes noires essentiellement. Et quand vous êtes issu d'une formation universitaire ou d'une formation grande école. Et pour finir, je voulais juste vous remercier d'avoir eu le courage d'utiliser le mot noir, parce que ça aussi, ça reste un tabou, comme si, alors que il faut appeler un chat, quoi. Merci beaucoup. Merci. Je suis content de faire votre connaissance. Je connais votre association par Internet interposé. Donc je suis un peu vos activités. J'aime beaucoup vos affiches, je tiens à vous le dire. Et puis on en a rediscuté avec Muriel. Effectivement, vous pointez quelques points de mon livre où je n'ai pas tenu spécialement à faire beaucoup de distinguo. Pour répondre déjà à la première question, j'ai vu des personnes effectivement qui sont nées ici, qui ont grandi ici, mais avec des références très claires au pays d'origine, donc parce qu'ils sont de la deuxième génération. Donc les parents, notamment dans le système éducatif un peu costaud, ou bien la menace de si tu travailles pas, mais je te renvoie à Bamako, ils sont quand même assez imprégnés de cette problématique. Et j'ai aussi vu des personnes qui ont déjà fait les études là-bas et qui viennent intégrer les parcours ici. La différence entre les deux, ces deux profils, c'est que le retour au pays est beaucoup plus facile pour les personnes qui ont déjà fait les études là-bas. Parce que, il faut se le dire aussi, beaucoup de gens viennent ici, non pas pour faire des études et y rester, mais ça fait des études et retourner. Donc, ces personnes qui s'intègrent finalement parce que les conditions sociales, les conditions familiales ou la pression familiale là-bas veut qu'elles restent ici, elles n'ont pas la même stratégie que les personnes qui sont nées ici, qui ont une référence culturelle plutôt française et qui ont plutôt peur de retourner travailler en Afrique. Ça, c'était pour la première question. Donc, effectivement, mon étude gagnerait à être poussée beaucoup plus en détail. Et c'est pourquoi je disais que ce n'était pas une étude quantitative, que c'était après une analyse qualitative et c'est une analyse de terrain. La deuxième chose, effectivement, j'ai oublié d'en parler quand tu me parlais des outils, c'est que j'invoque les réseaux. Donc, un des outils qu'on utilise en France, ce sont les réseaux. Et parmi ces réseaux, depuis les années 2000, il y a beaucoup de réseaux dits black qui se créent. Dans le cas de mon livre, on va pas rentrer dans les thèmes, il y a plusieurs typologies de réseaux. Il y a ceux qui sont beaucoup plus ouverts et qui se veulent, donc, quand on dit ouvert à toutes les minorités et même à la majorité. L'idée est que nous faisons un club d'excellence où nous comprenons qu'il y a un sujet sur l'excellence des jeunes issus des milieux défavorisés et toute origine confondue, pour leur donner des clés et une impulsion pour réussir. Donc, parmi ces réseaux, il y a le club du 21e siècle, où il y a le club Efficience que j'ai rencontré dans ce cadre-là, et on a eu à échanger. On n'a pas eu, malheureusement, l'occasion de se raconter, mais ce sera le cas. Effectivement, il y a des réseaux qui se créent parce que le système français se base sur des réseaux, et tardivement, on va dire, les Noirs ont pris cette mesure-là de se dire mais on va aussi se regrouper avec d'autres personnes pour voir comment on peut s'entraider. Et c'est vrai que du coup, les personnes ressources intègrent ces parcours-là pour réussir. Et enfin, sur votre dernière remarque, je pense qu'il n'y a pas de tabou en fait. Il n'y a pas de tabou parce qu'on est aussi dans une société qui veut un peu aussi tout contrôler par le mot. Moi, je dis que je suis noir. Même si à la maison c'est difficile parce que mes enfants me disent tu n'es pas noir papa, t'es marron. Et donc on a cette idée là, mais il n'y a pas de raison de ne pas se dire noir. Déjà ça veut dire qu'on commence à gommer son identité, ce qui est dommage. Alors nous avons une question du monsieur ici au 3e rang. Bonsoir, je m'appelle Olivier Mouchignon. J'ai rencontré Émeric à l'Institut, puisque je travaille à l'Institut du monde arabe depuis pas mal d'années. Donc en fait, j'ai un petit commentaire et une question. En vous écoutant, sans considérer le fait que je sois noir, je regarde l'Assemblée nationale et on sait, et là c'est compté, que la classe ouvrière n'est pas représentée. Pourtant, on est dans un système démocratique qui est censé représenter toute la population. Donc, et dans l'entreprise, par conséquent, qu'on soit une minorité ou pas, je me dis, comme pour le Parlement, est-ce que ce n'est pas plutôt une question de pouvoir ? C'est-à-dire qu'il y a des personnes, un groupe d'individus qui ne veulent pas partager le pouvoir, qu'il soit économique ou culturel, parce que dans le domaine artistique, on le voit, c'est flagrant, il y a des talents évidents, mais en France, c'est impossible pour certains comédiens noirs de jouer n'importe quel rôle. Alors que pour un blanc, c'est admis qu'il peut jouer n'importe quel rôle, mais pas un noir. Et pourtant, c'est justifié parfaitement
d'un point de vue artistique et culturel. Donc c'est particulièrement grave. Donc ma question, c'est pas le fait qu'on soit noir qui est gênant, c'est qu'on veut. Des gens ont l'habitude d'avoir le pouvoir, ils ne veulent pas le partager. Alors sur la question de la domination et d'une élite qui serait soi-disant homogène et qu'on ne pourrait pas percer finalement, qui est-ce qui voudrait répondre? Très vite parce que c'est pas fondamentalement le gros du sujet. En vous écoutant, monsieur, et on trouve ça dans le livre d'Emeric, il y a une réflexion que je me faisais, c'est que quelqu'un de noir dans une majorité blanche ou quelqu'un de supposé atypique dans le majoritaire, s'il est excellent et différent, c'est-à-dire que, comme tu l'as dit, s'il travaille beaucoup, s'il s'investit et s'il a les rencontres dans la vie, il me renvoie, moi, à mon incompétence consciente. Puisqu'il fait les choses différemment et il les fait plutôt bien, il m'invite à m'interroger méchamment sur la personne que je suis et les limites qui sont les miennes. Et donc ça, dans le livre d'Emeric, vous verrez, c'est pour moi une source d'inspiration réelle. Quelqu'un d'atypique, il interroge toujours le majoritaire sur la capacité du majoritaire à protéger les atypiques. Et il faudrait presque s'en faire un devoir volontaire, travailler contre soi-même pour accepter que quelqu'un fasse les choses différemment de moi et les fasse plutôt bien. Et donc quand on pense ça, moi, le titre du bouquin d'Emeric, j'ai pensé à Billy Elliot. Vous vous souvenez de Billy Elliot ? Ce jeune Britannique, là, et puis des années plus tard, imaginez le jeune Billy, son père lui dirait « comporte-toi en homme ». Et là, tout d'un coup, c'est toute une histoire de vie qui est ressuscitée. Ce qui est très très beau dans ton bouquin, Emeric, et dans votre question, monsieur, c'est qu'on marche tous sur la trace de nos aïeux. Et que quand on veut aider une société à se transformer, il faudrait qu'on réfléchisse aussi collectivement à quels sont les modèles d'identification, comme vous dites, et pourquoi un comédien blanc pourrait tout jouer, et pourquoi un comédien noir, les frontières, en fait, très tôt, très vite surgissent. Et donc, quelqu'un qui voudrait œuvrer pour le bien, moi je l'entends comme ça, c'est quelqu'un qui fait l'effort de connaître l'histoire de vie de la personne avec qui il travaille. Et deuxièmement, c'est quelqu'un qui fait l'effort de protéger des gens qui, dans le commun des relations, sont ce qu'on pourrait appeler, et c'est une manière de rendre justice à René Girard, qui vient de disparaître, une des plus belles figures intellectuelles françaises, un bouc émissaire ou une victime émissaire. Parce que sa singularité, d'une certaine manière, elle nous questionne très profondément sur la capacité que j'ai à rencontrer ce que Michel Socquet appelle l'intelligence de l'autre. Ça, dans ton livre, Emeric, j'ai beaucoup apprécié cette réflexion du majoritaire et du minoritaire. Si on veut que les talents soient ce qu'ils sont, protégeons-les. C'est-à-dire faisons un effort sur nous-mêmes pour accepter en fait qu'ils soient à côté de nous. Ça, vraiment, je voudrais répondre, vous le témoignez comme ça, parce que, et ça, c'est un travail au sens noble du terme. C'est un perpétuel recommencement sur nos catégories, nos référentiels de sens. Est-ce qu'on prend à la rigueur une dernière question pour qu'on puisse passer aussi à ta dédicace puis au cocktail? On fait comme ça? On prend une dernière? Bonsoir, je m'appelle Margarita Aborana, je fais un master en management interculturel à Dauphine. J'ai une question en fait sur les actions que Philippe en a parlé sur ton livre, votre livre. Je ne l'ai pas lu encore, Emeric, donc mais je me permets de poser les questions sur les actions en fait, et c'est surtout sur votre commentaire sur le comptage. Ok, on compte où un métis, on compte où un kabyle, on compte où quelqu'un qui s'appelle Mahomet ou Mohamed ou Ahmad, mais qui est athée. On le compte où? Donc, il y a aussi des questions, on compte où un noir, mais en même temps musulman? Donc, il y a aussi moi, je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas si vous en avez. À propos des actions, Philippe en a parlé des quotas. En tant que féministe, j'étais très pro quotas pour les femmes parce que je crois que ça aide. Parce que si j'ai bien compris, parce que j'ai lu ton livre, Philippe, avec Ewald, c'est pas les discriminations, mais l'autre sur les ressources humaines. Et c'est toujours une phase de transition, les quotas, pour arriver à un moment donné d'oublier les quotas et même les excéder. C'est facile quand on est femme.
Mais comment faire, qui en fait suit l'autre question, pour parler des Noirs ou parler des... Je ne sais pas si on veut aussi introduire musulmans, arabes. Quelqu'un de troisième génération qui est ici, est-ce qu'il est arabe? Qu'est-ce qui lui reste d'être arabe? Quelqu'un de métis, on le compte noir, on le compte blanc. Donc, voilà. Ben, j'avoue, c'est ce que je disais en introduction, je ne me suis pas beaucoup penché sur la question des solutions. Je ne me suis pas beaucoup penché, en tout cas en termes de réflexion, sur comment ça pourrait se manifester. J'ai voulu voir comment faisaient les autres en général et comment faisaient ceux qui réussissent pour les montrer un exemple, donc tel des étoiles. Après, j'ai quand même grandi dans un certain environnement et j'ai quand même, on va dire, un certain fondement, n'en déplaise, culturel, qui fait que j'ai toujours admiré, moi, la discrimination positive américaine. Qui fait que, effectivement, on a des noirs dans les films, ok, mais qui fait qu'aujourd'hui, un certain Barack Obama peut être président de la République. Et il affirme, il le dit, je vous invite à aller regarder ses vidéos, notamment ses premières vidéos. Il le soutient, il a pu faire Harvard, il a pu faire son parcours parce qu'il y a eu ces quotas-là de dire, nous voulons favoriser ces gens-là. Et quand je regarde ça, je ne peux que me poser la question, comment ils ont fait? Ils ont bien des métis là-bas. Ils ont bien des métis latinos et autres métis. Ils ont eu juste, à un moment donné, à dire, je ne vais pas couper le cheveu en 5. Je dois prendre une décision. Et je dis, c'est ça. Et je l'assume et j'expérimente. Et quand j'ai expérimenté, si ça ne se passe pas bien, je l'ajuste. On est forcément dans cette question, dans un processus d'expérimentation, ajustement, et dans un processus transitoire. Je ne suis pas en train de dire, on grave dans la Constitution française le processus on va dire, le principe de la discrimination. Je suis en train de dire, il y a un problème d'équité. Comment je fais pour le résoudre? Mais dans une phase transitoire, je définis des cadres, et en fonction de ça, j'ajuste. Et je dois mettre un autre bémol tout de suite. Et pour reprendre le cadre de l'action positive, parce qu'effectivement, quand on fait la traduction, on dit discrimination positive, mais c'est affirmative action, donc plutôt action positive, au sens où Philippe le dessinait. C'est dire, je ne prends pas des incompétents pour être à la place. Je dis juste que je reconnais que, comme on le fait dans les sélections à l'entrée, qu'il y a des gens super compétents qui, pour une raison ou pour une autre, sont recalés. Donc, je dis que quand je fais ma sélection, je les prends. Je fais attention à ce que quand ces gens-là se présentent, je dis, je vous oblige à les prendre, comme ça je vérifie que à compétence égale, mais j'ai des gens qui peuvent être dans le jeu. Et c'est un peu... Après, la question des musulmans, c'est un peu trop compliqué. La question de toutes les petites catégories qu'on peut faire, c'est un peu, en tout cas, ça dépasse le cadre de ma réflexion. Moi, je suis dans un monde professionnel et je dis, il y a un sujet de base qu'il faut traiter. Moi, je suis assez content qu'on finisse sur une question sur les identités. Et c'est une question sur les solutions apportées à la justice sociale, à l'idée de justice sociale. J'aimerais te remercier, Philippe Pierre, d'avoir accepté. Muriel aussi, merci d'avoir accepté. Je te laisserai peut-être un petit mot très rapide pour la fin. Ton actualité, où est-ce qu'on peut te retrouver, et puis inviter à la dédicace et au cocktail. Déjà, je voudrais vous remercier tous d'être venus ce soir. C'était que je connais depuis longtemps, d'autres que je ne connais pas, mais ça m'a fait plaisir d'échanger. Je sais que c'est un sujet très très délicat. Pour en avoir discuté pendant 2 ans, ça crée souvent des tensions ou de l'incompréhension. Donc j'espère que le message que je voulais passer en disant c'est un problème d'équité et de justice qu'il faut traiter, alors je n'ai pas toutes les solutions, mais je montre que c'est un problème. Ce message est passé et que quand on parlera de plafond de verre, on ne le comprendra pas tout de suite. Oh, une énième complainte de l'homme noir qui veut être calife à la place du calife. Donc ça c'est déjà le premier truc. Le deuxième message que je voulais passer, et c'est là je fais l'autopromo de mon livre, il se veut vraiment positif. C'est-à-dire, une fois qu'on a dit ça, on a parlé de beaucoup de stratégies, et j'ai beaucoup aimé la partie de Muriel qui parlait d'innovation. L'objectif dans la vie, c'est pas d'être chef d'entreprise. En tout cas, pour réussir sa vie, ne peut pas être forcément être chef d'entreprise ou chef d'une entreprise du CAC 40. Il y a d'autres stratégies de développement, et il y a peut-être aussi à investir, à dire, est-ce que quand je poursuis un lièvre, est-ce que c'est le bon lièvre? Mais en tout cas, ce que je montre dans ce livre-là, c'est que c'est possible. Il n'y a pas de fatalité, et que notre République en offre les moyens, et qu'il faut arrêter de dire aussi tout le temps que c'est que de la discrimination. Il y a d'autres sujets derrière. On n'a pas eu de psychologie, on n'a pas eu de statistiques.